Le financement des collectivités territoriales, c'est étroitement lié à la question de la solution à apporter à ce qui est devenu le problème de la dette publique. Et qui ne devrait pas être un problème, ça devrait être une solution. Le financement des investissements judicieusement choisis par l'État ou par les collectivités territoriales, c'est une solution. Aujourd'hui, on le présente comme un problème, comme une malédiction, et comme la cause de tous les maux. Et effectivement, c'est la cause de maux extrêmement graves, extrêmement douloureux, que ce soit dans les communes qui ont contracté des emprunts toxiques, ou que ce soit pour les politiques économiques dans un État comme la France, où on nous ressort en permanence l'argument de la dette publique pour nous expliquer qu'il faut casser les services publics. Alors nous avons une idée là-dessus qui est une idée politique. C'est-à-dire, si on commence, parce qu'effectivement, le problème est de dimension européenne. On a le problème en France, on a en Grèce, on a en Italie, et les normes d'endettement public qui s'appliquent aux budgets nationaux de la zone euro sont des normes qui sont élaborées sous la forme de directives ou de traités européens. Donc il y a un problème européen. Donc on ne va pas esquiver le problème européen, il faut le... Et le problème, c'est que si on commence par dire réunissons les 28 gouvernements ou les 27 pour qu'ils négocient les nouvelles règles, donc il faut commencer par convaincre les Allemands, c'est pas gagné, même et puis ensuite tous les autres. Et donc ça paraît extrêmement difficile, et c'est effectivement probablement impossible. Donc nous proposons de procéder autrement, de partir des luttes, d'avoir des projets concrets dans une collectivité territoriale, rénover une école, prenons les finances publiques, développer la formation professionnelle en France, ou mettre à niveau l'appareil de recherche qui est aujourd'hui gravement appauvri par toutes les politiques. Définissons les projets. Ce seront des projets d'investissement, c'est-à-dire qui méritent qu'on dépense de l'argent aujourd'hui et qui rapporteront plus tard du bien-être pour la population et aussi de l'argent pour les finances publiques. Donc ça veut dire qu'on doit emprunter pour financer ces projets. Et il y a 4 000 milliards d'euros qui circulent dans les banques et dans les marchés financiers. 2 fois le PIB de la France. 2 fois le PIB de la France, d'ailleurs. Et qui ont été créés à partir de rien par la Banque Centrale Européenne. Donc on n'a jamais entendu dire qu'ils étaient ciblés sur des projets favorables à la création de valeur ajoutée, au développement de l'emploi, de la formation, de la protection de l'environnement et du développement des services publics. Donc si on était capable de peser sur une partie seulement de ces 4 000 milliards d'euros pour réorienter ces financements vers des projets qui soient démocratiquement élaborés, techniquement validés, politiquement soutenus jusqu'à Francfort, pour le coup, on disposerait d'une ressource considérable pour financer des investissements à un coût ridicule, puisqu'aujourd'hui, la Banque Centrale Européenne prête à 0%, voire à moins 0,4%. Mais ça, on sait très bien qu'on n'y arrivera pas uniquement par... Il faudra une pression politique en haut, il faut des gouvernements, etc., qui soient décidés à le faire en France, peut-être demain dans un autre pays. Mais ça ne marchera que si ça s'appuie aussi sur des mobilisations locales, dans une commune, dans une entreprise, etc. Et donc, donc nous proposons une institution pour concrétiser ça, c'est-à-dire un fonds de développement européen pour l'écologie, l'efficacité économique et le développement social. Alors, et ce que disait Jean-Pierre est tout à fait exact, c'est que c'est déjà un sujet de débat dans le mouvement progressiste de gauche en Europe. Francis Wurst avait depuis plusieurs années proposé une campagne européenne sur ce thème-là, qui a été amorcée, qui n'a pas été poussée jusqu'au bout. Mais nous y croyons beaucoup, alors c'est l'objet d'une note de la Fondation Gabriel Péry qui est à disposition des participants ici, donc je ne développe pas plus ce projet, je ne pas en contradiction avec les autres propositions qui ont été faites, mais j'appelle à s'y intéresser, à le prendre en considération, en voyant bien l'attention politique qui est sous-jacente. On a essayé de faire les choses correctement, rigoureusement du point de vue financier, économique, administratif, juridique. On s'appuie par exemple sur une décision du Conseil économique et social européen, enfin un rapport du Conseil économique et social européen qui va tout à fait dans ce sens. Donc on a ces éléments de réalisme-là. L'autre élément de réalisme, c'est qu'on n'attend pas tout d'un miracle qui viendrait d'un Eurogroupe ou d'un sommet européen, mais qu'on essaie de construire, non pas un miracle, mais le rapport de force à partir des luttes sociales, et on essaie de faire le lien entre les deux à travers une proposition institutionnelle et à travers la proposition d'une campagne politique en faveur de cette proposition institutionnelle. C'est notre méthode habituelle, elle mérite d'être améliorée, mais en tout cas, je vois là une occasion de la mettre en évidence. Alors, ça me donne l'occasion de
d'une transition avec la question de Girard depuis, parce qu'il se trouve que cette note de la Fondation Guerrier-Péry, elle ressemble énormément à une note de la Fondation Nicolas Hulot, qui date il y a 2 ans, et qui porte sur le financement de la transition écologique. Parce qu'il est très clair que dans les projets que nous voulons favoriser, il y a des projets qui ont un rapport direct avec l'abandon des énergies carbonées et tout ce qui va avec la transition énergétique, ce qu'on appelle habituellement ainsi. Je pense que c'est. Donc, je crois que l'émergence du thème écologie avec la réalité, le temps du monde fini commence, elle nous a permis à nous, marxistes, de prendre conscience de choses qui étaient déjà dans Marx. Quand on dit la richesse, la mer c'est la nature, et la terre c'est le travail humain. Et quand on parle de critères de gestion, quand on parle d'économiser le capital matériel par rapport à la valeur qui était créée, il y a une dimension écologique qui s'en dégage, qui était implicite mais qui est devenue, qui nous crève les yeux maintenant qu'on voit la crise économique sous nos yeux. Et bien à l'inverse, ce que j'ai eu l'occasion de dire aussi à des collègues ou à des gens qui travaillent sur ces sujets-là, mais qui viennent plutôt eux du monde de l'écologie, disons institutionnelle, enfin, des gens qui ont l'étiquette écologiste. Sinon la réalité, c'est que je leur dis attention, vous voulez faire le bien de la planète et vous n'arriverez à atteindre vos objectifs, par exemple en matière de transition énergétique, que si vous êtes capable de faire fonctionner une économie qui favorise le développement des emplois qualifiés. Parce que pour faire une économie décarbonée, etc., il faudra produire autre chose autrement, donc c'est des nouveaux métiers, il faut former les gens à ces nouveaux métiers et les embaucher. Et c'est le boulot d'étranglement principal qui n'est pas sans rapport, me semble-t-il, avec l'enquête de l'INSEE qu'on a montrée tout à l'heure. Donc voilà, c'est l'élément de réponse que je donne, et qui évidemment n'épuise pas le débat à mon avis. Alors la question la plus difficile pour moi, et peut-être que Maître Caldor a commencé à apporter une réponse, c'est Macron, nouveau Sarkozy. Je pense que ça mérite effectivement réflexion. Je pense qu'il y a des points communs dans le projet, mais il y a des différences au moins dans 2 domaines. Le premier, c'est que Sarkozy arrive juste avant la grande crise de 2007-2008, qui représente quand même un tournant. C'est-à-dire c'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte que le marché tout seul sans l'État va à la catastrophe. Et donc je pense que Macron a tiré les leçons de ça. Même s'il est ultralibéral, même s'il casse les services publics, il a tiré cette leçon-là. Mais par Sarkozy, il avait tiré aussi tout de suite, en pleine crise en 2008, il prend des mesures très, très étatiques, et d'ailleurs qui se sont révélées sous certains aspects efficaces. Pour sauver les banques, pour sauver les 2 groupes de l'automobile, etc. Donc il y a ça, et d'autre part, il y a un paysage politique qui est quand même assez différent, puisqu'en 2007, on a une gauche structurée, pas forcément comme on aimerait qu'elle le soit. On a aux législatives un pourcentage de voix pour le Parti communiste qui n'est pas très satisfaisant, mais quand même bien supérieur à celui qu'on a aujourd'hui, etc., etc. Donc Macron dispose d'un champ politique qu'il a, en quelque sorte, que son aventure électorale a contribué à façonner, et qui lui donne des leviers que Sarkozy n'avait pas forcément. Combien de temps ça va durer, on n'en est pas sûr. Mais je vois là 2 différences qui méritent d'être citées. Mais il faudrait effectivement creuser davantage cette question. Je pense qu'elle est vraiment intéressante et que si on essaye de la suivre jusqu'au bout, elle sera porteuse d'enseignement. Et puis bon, je ne peux qu'abonder dans le sens de Roland Weil sur l'idée de passer du pouvoir. Alors que le projet de nos dirigeants, ça soit de passer de tout ce qui reste encore de démocratique à de l'expertocratie, ça c'est tout à fait clair. Mais nous, notre projet est exactement l'inverse d'une certaine façon. Et en particulier sur tout ce qui concerne la prise de pouvoir sur l'argent. Parce que Macron est l'incarnation même de la technocratie financière, avec son parcours. Entre la commission Attali et la banque Rothschild, on est servi. Et en passant par l'ENA et par Bercy. Donc, et justement, une des forces du pouvoir de l'argent, c'est ça. C'est qu'il est confisqué par une oligarchie financière et des experts à son service. Et tout ce qui peut aider la population, les citoyens, à avoir une expertise sur l'argent est bon. D'où, par exemple, l'intérêt des revendications syndicales pour que la Banque de France s'ouvre au public, ouvre ses prestations représentant l'économie d'entreprise, ou la proposition qui a éveillé notre intérêt, enfin, l'institution qui a éveillé notre intérêt, qui existe aux États-Unis, qui permet à tout citoyen d'aller voir l'activité de chaque banque individuelle dans chaque quartier, et ensuite de pouvoir la contester.
chose qui est totalement inimaginable en France, où on a tout au plus des statistiques, et encore à la suite d'une bataille syndicale, tout au plus des statistiques par département et toute profession bancaire confondue, ce qui est quand même beaucoup moins intéressant du point de vue de la pression qu'on peut faire sur les établissements individuels. Mais quand même, quand on a une bribe d'information, il est important de pouvoir la mettre à la disposition du public et des citoyens qui ont envie de prendre le pouvoir. C'est une des voies pour prendre le pouvoir sur l'argent que nous préconisons. Une anecdote, Denis y a fait allusion. J'ai été reçu hier par des conseillers à l'Élysée, économique, macroéconomie et commerce extérieur, parce que j'ai fait en tant que membre du CESE, du Conseil économique, social et environnemental. C'est clair que je suis dirigeant du Parti communiste français. J'ai fait adopter un avis à l'énorme majorité, plus qu'absolue, disons, sur le financement des PME et TPE, avec plusieurs éléments, dont on a pris les extraits de l'économie politique, mais dont des fonds régionaux en levier sur le crédit bancaire, l'idée d'un investissement mixte qui développe pas seulement le matériel mais les capacités humaines, des conférences financières régionales, etc. L'anecdote, c'est la suivante. Donc, ils m'ont reçu hier. Bon, c'était des jeunes garçons bien si très intelligents, rapides, qui réfléchissent vite. En réalité, assez dépolitisés. C'est assez marrant, parce qu'ils ne voient pas la charge politique et révolutionnaire de ce qu'on dit. Et j'insiste, ça branche avec la conjoncture, j'insiste sur le diagnostic qu'on a porté, qui est l'investissement, notamment des PME, ne repart pas. Il n'y a pas que l'investissement dans la vie, ça peut faire la suraccumulation, mais enfin, il faut quand même renouveler les machines, il faut moderniser, etc. Si on n'embauche pas avec et pas les gens qualifiés, ça ne marche pas. D'accord, mais il faut aussi investir. Ne repart pas, notamment pour eux. Et ils disent oui, et c'est intéressant, on a bien compris dans votre rapport, on a l'impression qu'il repart, mais c'est parce que dans l'investissement des entreprises, il y a une grosse partie qui est investissement en immobilier d'entreprise, qui lui repart. Et il y a une composante en plus dedans. Bon, il y a une composante qui n'est pas tout à fait machine et technologie, même si ça peut être des bâtiments où tu mets des startups, etc., ou des services. Mais en plus, il y a une composante spéculative dans l'immobilier, qui bouffe le reste. Et ils me disent, oui, c'est fou, on a beau mettre des liquidités, ça marche pas, ça ne monte pas. Ils en sont là, les mecs. Non, il faut savoir, c'est-à-dire, nous sommes sur des problèmes réels. C'est-à-dire, dans l'aspect civilisation, et je développerai tout à l'heure, il y a un commun qui est, nous sommes sur des problèmes réels. Ce n'est pas l'élite et les hommes qu'il faut exclure, etc., éliminer en tant que biologie élite. Non, il y a des positions, des connaissances, des savoirs, mais c'est important dans la situation actuelle. Et des problèmes communs que nous voulons résoudre parce que nous avons des idées communistes. Alors soit on dit communiste révolutionnaire, soit on dit communiste, et malheureusement on s'aperçoit qu'on est obligé de révolutionner les choses pour les mettre en œuvre. Et alors les mecs ils m'ont dit, oui mais on ne peut pas savoir, mais alors où est-ce que ça va? Donc j'ai dit ça va pas seulement à l'immobilier. Vous savez, il y en a aussi une partie, c'est les exportations de capitaux. J'ai fait les chiffres, 25 milliards, et puis on regarde le net, mais vous devriez regarder le brut. C'est-à-dire les capitaux qui sortent et ceux qui rentrent. Ceux qui rentrent, c'est ceux que tu attires. Mais il faut voir que il faut regarder en brut, c'est-à-dire les entreprises, leur pognon, elles l'utilisent pour investir à l'étranger. Ou bien, alors je tente mon truc, ils ont bien, pour acheter des titres. Enfin, ça c'est financier, problème. Oui. Ou des fusions-acquisitions. Donc, ouais. Oui. Ah, mais tout ça, on n'arrive pas à savoir. C'est ce que dit Denis. Alors j'aurais pas dit, bah les gars, vous n'obtiendrez jamais ça de Macron, et vous pouvez toujours vous lever tôt pour faire ça. Mais c'est ça ce qu'il faut faire percevoir, c'est-à-dire des choses fondamentales pour le bien humain, donc basique soi-disant, en réalité nécessite une révolution contre des intérêts qui monopolisent les pouvoirs, les savoirs et les médias, les mentalités des gens. C'est ça finalement le sens de la bataille que je nous. Voilà.